étudiants et bienvenue dans une autre vidéo sur l'électrostatique. Donc je vais parler du calcul direct du champ électrique et du potentiel. Voilà une partie qui pose un certain nombre de problèmes, mais vous allez voir, en appliquant correctement les règles de symétrie, en général, on arrive à s'en sortir facilement. Bien. Bon, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Donc, je vais traiter l'exercice numéro 1. C'est un exercice très classique, mais dans la méthode que je vais suivre, et c'est ce qu'il faut faire dans les autres exercices. Bien, de quoi s'agit-il? On considère d'abord un disque de centre O et de densité de charge sigma positif, un disque, et on nous demande de déterminer le champ en un point M quelconque de son axe. Voilà la première question. Ensuite, si le rayon du disque tend vers l'infini, que devient ce champ? Donc, on va retrouver le champ créé par un plan infini. Et dans la troisième partie, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition pour déterminer le champ créé par un plan, cette fois-ci, qui contient un trou au milieu. Donc, on va voir comment appliquer ce principe. Bon, je vais corriger d'abord tout de suite cet exercice-là. Donc, voilà le disque de rayon grand R, qui porte une densité de charge sigma qui est positive. Dans le calcul du champ direct, du champ électrique par la méthode directe, la première étape, c'est la symétrie. Même si ce n'est pas demandé, il faut absolument déterminer la direction du champ électrique avant de faire aucun calcul. Bien. Les règles de symétrie, bien sûr, il y a les plans de symétrie, les plans d'antisymétrie et les axes de symétrie. Bon, là, vous avez deux façons de justifier la direction du champ électrostatique en un point M de l'axe OZ. Le disque se trouve dans le plan XY. Bon, on va utiliser d'abord les plans de symétrie. Bien sûr, dans ce cas-là, puisque sigma partout est positif, pas question de penser au plan d'antisymétrie, parce que qui dit plan d'antisymétrie dit vous avez des charges positives et des charges négatives. Bien. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie pour ce système? Notez bien, les plans de symétrie doivent passer par le point où vous voulez calculer le champ. Donc, je commence toujours pour définir mes plans de symétrie par le point où je vais calculer le champ. Ensuite, soit deux vecteurs ou bien deux axes. Bon, vous voyez bien que le plan MXZ, donc ce plan-là, qui coupe le disque en deux parties symétriques, donc c'est un plan de symétrie. La même chose, le plan MYZ, ce plan-là, qui coupe le disque en deux plans symétriques, sont deux plans de symétrie. Donc, j'ai fait une vidéo complète sur les règles de symétrie. Par exemple, MYZ, pourquoi c'est un plan de symétrie? Si vous prenez un point M, voilà son symétrique. La densité de charge au point M, elle est la même qu'au point M'. Quelle est l'intersection de ces deux plans? C'est l'axe Z. Donc, tout de suite, le champ total qu'on va calculer par ce système, on est sûr qu'il va être suivant l'axe Z. Voilà. Ça veut dire quoi? La symétrie me dit tout de suite, ce qui implique la projection du champ suivant l'axe des X est égale à la projection suivant l'axe des Y égale à 0. Voilà, j'ai déterminé deux composantes sans faire le moindre calcul. Bien. Maintenant, une fois qu'on a déterminé la symétrie, on passe au calcul. Voilà mon schéma de tout à l'heure. Voilà je prends, deuxième étape, je prends un élément de charge D2Q. Voilà un élément de charge D2Q. Et je représente, il va créer un champ D2E par définition qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 que je vais noter la constante K fois D2Q sur R carré fois U. Il faut bien préciser R, c'est la distance entre l'élément de charge et le point M. Donc voilà ma distance R. Vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Voilà mon vecteur unitaire U. Et comme par symétrie que je sais que le champ total va être suivant l'axe Z, donc je vais calculer juste D de EZ qui est par définition D de E, la projection D de E suivant l'axe Z. Donc je serai obligé d'introduire cet angle qui est l'angle entre le vecteur D de E et l'axe Z. Donc qui est égal à D de E fois cosinus, cet angle je l'appelle alpha. Donc voilà, maintenant je peux calculer E de Z qui est l'intégrale de K fois D de Q sur R carré fois cosinus alpha. Voilà. Arrivé à ce stade, il me reste à faire le calcul.
Donc, je vois bien ici que j'ai plusieurs variables. J'ai la variable R, j'ai l'angle alpha et j'ai ρ. ρ, c'est le coordonnées polaires, hein, un élément de surface D de S du plan. Je vais l'exprimer en coordonnées polaires, qui est ρ, D de ρ, fois D de tête. Allez, je vais appeler ça phi pour ne pas avoir les mêmes angles. Bon, phi, D de phi. Voilà. Donc, je vais remplacer, puisque aucun terme ne dépend de phi, donc je peux intégrer tout de suite sur phi. Donc, je vais écrire 2pi fois ρ d de ρ. Bien, donc E de Z, K c'est une constante. Je vais remplacer D de Q par sa valeur, c'est 2pi fois ρ d de ρ sur R carré. Et cosinus alpha, c'est égal. Bon, la distance OM, on va la poser bien sûr égale à petit z, c'est une constante. Je cherche le champ au point M qui est fixe sur l'axe OZ. Et vous voyez bien que cosinus alpha est égal à quoi? Est égal à Z sur R. Donc R au carré sur R, R au cube. Voilà ma nouvelle intégrale à calculer. Vous voyez bien que si alpha varie, R varie et ρ varie. Si je prends un autre angle alpha ici, vous voyez bien que R varie. Donc ce sont des variables dépendantes. Donc je dois exprimer tout en fonction de alpha ou bien tout en fonction de R. Donc là, dans ce type d'exercice, le mieux c'est d'expliquer, d'exprimer tout en fonction de alpha. Voilà, je vais recopier juste la formule, voilà. Et vous voyez bien ici que on a tangente alpha. Souvent, si on veut exprimer D de ρ en fonction de alpha, vous pensez à tangente ou bien cotangente. Vous regardez celle qui vous donne le plus simple. Ici, vous voyez bien que tangente alpha, c'est Z sur R. Alors que si j'utilise cotangente, je vais avoir deux variables, ρ et R. Alors que là, Z, c'est une constante. Donc, je vais utiliser tangente alpha est égal à Z sur R. Pardon, tangente alpha. Donc voilà, tangente alpha est égal à ρ sur Z. Pardon, ρ sur Z et non pas Z. ρ sur Z. Tangente alpha est égal à ρ parce que je vais exprimer justement D de ρ. ρ sur Z. Voilà, donc D de ρ est égal, Z c'est une constante. La dérivée de tangente c'est 1 sur cos carré alpha d de alpha. Voilà, j'ai exprimé d de ρ en fonction de d alpha. Qu'est-ce qu'il me reste à exprimer? Qu'est-ce qu'il y a ici? R. Donc R, bon, soit vous utilisez cosinus bien sûr, soit sinus. Mais sinus, il va faire apparaître un nouveau ρ. Donc le plus simple, c'est cosinus qui est égal à Z sur R. Donc cosinus alpha est égal à Z sur R. Donc j'exprime 1 sur R est égal à cosinus alpha sur Z. Voilà, j'ai tout exprimé. Donc, j'ai ρ en fonction de alpha, j'ai R en fonction de alpha. Donc, je vais remplacer dans l'expression de E. Donc, E, je remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0. Je sors les 2 pi. Qu'est-ce qu'il me reste? L'intégrale ρ, c'est Z fois tangente alpha, d'après cette expression. Donc, Z fois tangente alpha. D de ρ, c'est Z sur cos carré alpha. Je laisse D de alpha. Fois un autre Z, donc c'est Z carré. Et 1 sur R au cube, c'est cos 3 alpha sur Z au cube D de alpha. Donc vous voyez bien qu'il y a énormément de choses qui vont se simplifier. 2pi sur 4pi, il manque un sigma bien sûr. Donc sigma sur 2 epsilon 0, l'intégrale. Bon, cos carré avec au cube, il va rester juste cosinus. Z au cube avec Z au cube va disparaître. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, ce cosinus va disparaître. Il va rester uniquement sinus alpha d de alpha. Bon, le minimum de alpha, bien sûr, c'est 0. Et le maximum, c'est cet angle-là. Qu'on va appeler alpha 0. L'angle sur lequel je regarde tout le disque. Voilà, je vais intégrer entre 0 et alpha 0. Voilà. Et donc, en définitive, le champ électrique qu'on cherche, E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus alpha, entre 0 jusqu'à alpha 0. Donc, le champ, ça sera sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0. Voilà le champ qu'on cherche. Très bien. Question suivante, que devient cette expression K? On va déduire K du plan infini. K du plan infini. Bien, il suffit de revenir sur le schéma. Vous voyez bien que pour un plan infini, il suffit de tendre cet angle alpha vers quoi? Vers son maximum qui est combien? Qui est pi sur 2.
Donc, si alpha est égal à pi sur alpha 0 égale à pi sur 2, plan infini alpha 0 va tendre vers pi sur 2. Donc, le champ créé par un plan infini, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Vous allez le retrouver par théorème de Gauss dans la suite d'une autre façon très simple. Donc, voilà pour la première partie. Bien. Pour deuxième partie, cette fois-ci, on va considérer un plan, mais qui contient un trou au milieu. Voilà. Donc, ça veut dire partout ici, vous avez des charges sigma et 0 au milieu. Bien. On vous dit d'utiliser le théorème de superposition. Bon, dans ce type d'exercice, la question qu'il faut poser, c'est la suivante. Quels sont les deux systèmes que je vais superposer pour arriver à cette géométrie? Quels sont les deux systèmes qui sont chargés que je vais superposer pour arriver à cette géométrie? Eh bien, il suffit de prendre le même disque. Je ne sais pas si je vais le copier peut-être. Copier. Non, bon, il est très long. Là, je vais le refaire. Voilà mon disque toujours. Voilà le disque qui charge, ce plan-là, qui est chargé avec sigma, le même champ avec sigma. Qu'est-ce que je vais ajouter à ce plan pour arriver à cette géométrie? Ben, il suffit d'ajouter un disque, donc plus un disque, qui est le même que celui-là, mais de charge combien? De charge moins sigma. Donc là, vous avez sigma. Si je place ici un disque de charge moins sigma, sigma avec moins sigma, ça va 0, et je vais trouver un disque qui n'est pas chargé. Donc voilà la superposition. Donc un disque qui contient un trou, c'est tout simplement un disque qui est chargé partout, un plan qui est chargé partout avec une densité sigma, ensuite avec un trou au milieu, avec un disque au milieu qui est chargé avec moins sigma. Bien sûr, ici la question, c'est ce plan-là, il est infini, un plan infini. Donc, ce système, je l'appelle 1, celui-là, je l'appelle 2, celui-là, je l'appelle 3. Donc, le champ créé par le système 1, ce sera tout simplement E2 plus E3. C'est le théorème de superposition. Voilà. Donc, le champ créé par E2, c'est un plan infini, donc c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et le champ créé par E3, c'est le champ créé par un disque, mais avec moins sigma. Donc il faut mettre moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc moins sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0. Toujours alpha 0, c'est toujours l'angle sur lequel on regarde le disque. Voilà. Donc, toujours bien sûr, tout ça, c'est suivant au Z. Voilà, donc sigma moins sigma, ça s'en va. Il va rester sigma sur 2 epsilon 0, cosinus alpha 0. Donc le résultat final, ça sera le champ qu'on cherche, c'est sigma sur 2 epsilon 0, cosinus alpha 0, suivant au Z. C'est bien ça, voilà sigma, très bien, voilà. Bien, donc vous voyez bien, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire le champ créé par un plan infini qui possède un trou au milieu en un point M de l'axe au Z, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 cosinus alpha 0. Eh bien, on va vérifier ceci. On va retrouver le champ créé par un plan infini, question supplémentaire pour être sûr que vos calculs sont corrects. Si alpha 0 tend vers 0. Ça veut dire cet angle-là tend vers 0. Ça veut dire qu'on retrouve le plan infini. Donc, on retrouve le plan infini. Or, cosinus alpha 0, c'est 1. Donc, effectivement, on trouve le champ créé par un plan infini qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça colle parfaitement. Donc, voilà un exercice très, très intéressant, très pratique, qui vous montre un peu les différentes étapes que je vais résumer ici pour le calcul direct. Calcul direct. Toujours suivre ces étapes. 1. Symétrie. S'il y a des invariances, il faut les mettre. Les invariances, ça c'est très important. Ensuite, 2. Prendre un élément de charge D2Q, représenter le champ D2E. Autrement dit, il faut préciser cet élément de surface ou bien un élément de longueur. C'est quoi le vecteur U? C'est quoi la distance R? 3. Calculer uniquement calcul des composantes non nulles, que j'appelle moi des composantes utiles.
des composantes non nulles, bien sûr, non nulles. Les composantes non nulles, c'est la symétrie qui va vous dire quelles sont les composantes non nulles. Et bien sûr, quatrièmement, s'il y a des variables dépendantes, comme ça, par exemple dans ce cas ici, vous avez ρ, z et alpha, donc exprimez tout en fonction de alpha ou bien en fonction de ρ. Voilà la méthode à suivre. Maintenant, il vous reste juste à s'attaquer aux différents exercices. Et bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Des commentaires, ils sont les bienvenus dans la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.